ma question s'adresse à monsieur le garde des Sceaux. La guerre entre les gangs fait rage à Marseille. Un adolescent de 15 ans abattu, le gang adverse qui a soif de vengeance commandite d'un tueur à gages depuis une cellule de la prison de Luynes. Et une fois encore, il y a un mort innocent. Nesrine Ramdam, je voudrais qu'on lui rende hommage. Ce mécanisme, nous l'avons décortiqué dans le rapport de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Le seul fait nouveau aujourd'hui, c'est l'extrême jeunesse du tueur. Tueur à 14 ans, ça fait frémir. Vous mesurez donc l'effroi des familles des victimes, le plus souvent des mères célibataires, dépassées par ce qui leur arrive et qui nous demandent de l'aide. L'effroi aussi des populations devant de tels actes de violence qui empoisonnent leur vie quotidienne et qui leur donnent le sentiment que la République les a quittés. Je veux que nous leur disions qu'ici au Sénat, nous ne les abandonnerons pas et que le travail que nous avons effectué, nous leur donnerons une suite. Et nous ne nous contenterons pas des opérations Place Net XXL nouvelle version, car si elles sont spectaculaires, elles ne visent pas ou très peu le haut du spectre, alors que le fil rouge de notre rapport, c'est bien cela. Nous voulons une loi ambitieuse qui reprend les nombreuses préconisations du rapport. Toutes ont été adoptées à l'unanimité. Le statut des repentis en préparation depuis des mois, la lutte contre le blanchiment, la corruption, ou effectivement aujourd'hui, les conditions de détention des narcotrafiquants, car nos prisons sont des passoires, monsieur le ministre. C'est depuis leurs cellules que les narcos dirigent leur business. L'actualité vient une fois de plus de nous le démontrer. Tout circule dans les prisons françaises, drogue, trafic en tout genre. Les surveillants disent saisir en moyenne 4 téléphones portables par cellule. Il est urgent d'agir. Dès le mois de juillet, le rapporteur et le président de la commission d'enquête, Étienne Blanc et Jérôme Durain, ont déposé une PPL. Elle a été retirée de l'ordre du jour à la demande du gouvernement. Pourquoi ? Et la France, vous le savez, est submergée par le narcotrafic. Aujourd'hui même, des aides-mafias s'offrent une conférence de presse tout en noir, masquée. Alors, monsieur le ministre, si vous considérez, vous et le gouvernement, qu'il n'y a pas d'urgence à agir, je crois que vous feriez une grave erreur. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, la situation que je découvre est extrêmement grave. Par ces propos, vous êtes bien le seul à découvrir la gravité de cette situation. Nous n'avons eu de cesse sur ces bancs d'avertir sur les choix budgétaires qui ont été faits depuis 7 ans, choix que nous avons toujours dénoncés comme iniques et qui n'ont fait qu'organiser l'attrition des finances publiques, et ce, avec le quitus permanent de la droite sénatoriale. Les résultats sont probants. Déficit à la dérive supérieur à 6%, marquant un écart de l'ordre de 50 milliards. Je dois reconnaître que le macronisme finissant a fait fort cette année, du jamais vu. Lorsque vous alertez sur le niveau d'impéritie des gouvernements macronistes, je peine à trouver la cohérence qui est la vôtre, monsieur le Premier ministre, dans la nomination de votre directeur de cabinet, celui-là même qui officiait auprès de Bruno Le Maire il y a un mois. On ne change pas une équipe qui perd. 60 milliards, voilà la somme qu'il vous faut trouver. C'est précisément les recettes fiscales détruites chaque année par le président Macron. En choisissant de couper 2/3 dans les dépenses, comme votre prédécesseur, vous semblez plus à l'aise avec la purge des dépenses publiques que la potion fiscale des profiteurs de crise. Monsieur le Premier ministre, pour réduire la crise, il faudrait commencer par ne pas l'aggraver. Et ce n'est pas en faisant porter le chapeau aux collectivités, comme l'a fait Bruno Le Maire, que vous y parviendrez. Les remontées de terrain à l'annonce des 5 milliards de coupes budgétaires sont édifiantes. Dois-je vous rappeler que les collectivités territoriales sont déjà à l'os? Ma question est simple. Alors que la droite sénatoriale a toujours voté tous les budgets des gouvernements macronistes, comptez-vous enfin changer de doctrine afin que les erreurs du passé ne se reproduisent pas? Monsieur le ministre, ce n'est pas l'État qui va faire l'effort, c'est les Français. Et dans ces temps difficiles, la justice fiscale, je dirais même le pouvoir de vivre, ne sont pas des mots vains. Ils sont le préalable nécessaire à toute acceptation des efforts budgétaires que vous demanderez à tous les Français. Vous pouvez compter sur nous pendant l'examen du PLF, l'addition soit équitablement répartie. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avant de partir, votre prédécesseur a adressé un courrier au Premier ministre pour tirer la sonnette d'alarme sur le projet de budget de votre ministère. Elle jugeait la proposition de faire des économies sur les établissements d'enseignement supérieur, je cite, « irréaliste et dangereuse ». Cette année, le nombre d'universités en déficit s'élève à 60 sur 75, le double de l'an passé.
Après avoir subi les mesures Guerini, l'inflation, les surcoûts énergétiques et une annulation de crédit de près d'1 milliard d'euros en février dernier, nos universités sont à bout de souffle. Les premières victimes de ces baisses de crédit, ce sont les étudiantes et les étudiants. On craint désormais des fermetures d'antennes locales qui remettraient en cause l'accessibilité des études supérieures au plus grand nombre. Nos universités vont devoir retarder ou annuler de nouveaux recrutements. Cette nouvelle détérioration du taux d'encadrement va remettre en cause la réussite de toutes et tous. Pire, depuis la rentrée, on voit réapparaître d'interminables files d'attente d'étudiants et d'étudiantes à l'aide alimentaire, sans compter leurs difficultés permanentes à se loger dignement. La baisse des crédits prévus remet en cause la revalorisation des bourses pour 2025, ainsi que l'acte 2 de la réforme des bourses sur critères sociaux. Cette précarité étudiante est une honte pour notre pays. Monsieur le ministre, nos universités forment notre jeunesse et préparent l'avenir du pays. Saurez-vous les défendre et empêcher qu'elles soient sacrifiées? Monsieur le ministre, je suis désolé, mais votre réponse n'est pas à la hauteur de la crise de la précarité étudiante. D'ailleurs, je note que vous n'avez pas répété une phrase que vous avez tenue lors de la passation de pouvoir. Vous avez dit « L'enseignement supérieur et la recherche n'est pas une dépense, c'est un investissement ». J'ai envie de vous dire « Prouvez-le en actes ».